C'est la nouvelle émission de Décodeur. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Stylé, vous entendrez une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco, contrairement à tous mes invités jusqu'à maintenant, mais qui a du style. Quelqu'un qui nous inspire, qui nous influence et ensemble, on va entrer chez elle de manière fictive et déambuler pièce par pièce pour en savoir plus sur ses goûts et son univers. Une immersion dans un intérieur au sens propre comme au figuré. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains et même les précédents puisqu'il y a plus d'une centaine d'épisodes en ligne, que ce soit sur les tendances déco, les actus, les conseils pratiques et bien sûr avec plein d'invités passionnants. Vous pouvez aussi suivre les aventures de Décodeur sur Instagram. D'ailleurs, quand vous partagez l'épisode en story ou que vous m'écrivez des messages, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de faire cet épisode avec Léa Tout-le-Monde. Si vous êtes sur Instagram, je suis sûre que vous la connaissez. Léa est décoratrice dans le Nord à la suite d'une reconversion, mais elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux où elle partage son quotidien, sa vie de famille, ses humeurs, ses looks, sa frange, sa moquette, ses inspirations. Bref, un joyeux mix and match ultra rafraîchissant. Bonjour Léa. Bonjour Hortense. Bienvenue. Donc, on enregistre à l'hôtel Chouchou. Ah, mais oui, qu'il faut qu'on remercie. Tu as dormi là. T'as dormi bien dormi là. J'ai l'impression d'être une star. Je suis venue te chercher dans le hall d'hôtel. Ça ne m'était jamais arrivé. Écoute, on m'a invitée. Je suis ravie d'être ici. Ouais, trop sympa. En cœur du 9e. On est à Opéra et écoute, ma foi, j'ai bien dormi. La literie est excellente. Ouais, et en bas, la salle, elle est hyper sympa. Ça fait un peu guinguette. Mais tu sais que tout le monde m'a dit que c'était un énorme endroit, un rendez-vous de teuf en fait la semaine. Et ils m'ont dit, c'est dommage que tu y ailles le lundi soir. C'est vraiment, il n'y a pas la fête le lundi soir, mais sinon, c'est tous les soirs. Le soir, apéro, il y a des grandes tables, à mon avis, qu'on doit pouvoir partager. Il paraît que c'est hyper sympa. Bon, trop bien. Alors, tu connais le concept. Là, je suis devant ta porte. Je sonne. Tu m'ouvres. Qu'est-ce que tu me dis ? Comment tu te présentes aux inconnus ? Là, j'ai fait une petite intro, mais toi, comment t'es dans un dîner, tu connais personne, quel est ton métier ? Généralement, je commence par dire exactement ce que tu as dit, mais tu m'as fait sourire. Je dis souvent que je suis décoratrice d'intérieur, ce qui est le cas parce que ma reconversion, elle commence à dater un petit peu. Donc avant, je disais que je m'étais reconvertie, donc je disais toute la vérité. Mais c'était assez difficile pour moi d'être succincte sur ma présentation. J'ai fait un travail là-dessus. Maintenant, je dis que je suis décoratrice d'intérieur, mais que je suis très présente sur les réseaux sociaux et que ça m'a ouvert de nombreuses autres portes qui m'ont permis de faire des ponts avec toutes mes passions. Je suis moins pompeuse que ça quand on me pose la question, mais généralement, c'est ce que je raconte parce que c'est vrai, quoi. C'est que je viens pas du tout du monde de la décoration. J'y suis arrivée après ma maternité avec une bonne dépression basique post-maternité et du coup une espèce de recherche d'identité. Et ça m'a amenée à la décoration que j'avais toujours adorée. J'avais même oublié et occulté que c'est ce que je voulais faire quand j'étais lycéenne. Je voulais être archi d'intérieur. Et en fait, tu sais, tu te mets des blocages... Souvent des blocages parce que tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, que tu n'es pas assez intelligente, que tu n'as pas fait assez d'études, etc. Donc, je suis partie dans le monde de la communication. Puis ensuite, des médias. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la télé. Et en fait, au moment de faire ma reconversion, je me suis dit, ma passion, c'est le beau, c'est la décoration sous toutes ses formes, c'est le bâtiment, les matériaux. Et au moment de me lancer, je me suis dit, je vais créer un compte Instagram. Alors aujourd'hui, on en voit partout, tu vois, des comptes de réno, etc. Mais il y a 7 ans, non seulement je créais ce compte pour la décoration, mais surtout pour parler de ma reconversion, en fait. Pour montrer, je déteste dire ça, mais que c'était OK de faire une petite dépression. Alors, j'appelais pas ça une dépression. J'ai compris après coup que j'avais fait une petite dépression. Du postpartum et en fait que tu pouvais tout montrer sur Instagram et c'était un peu bizarre à l'époque et j'avais un peu peur du regard des autres, mais justement je me suis dit je vais tout montrer comme ça, je vais voir, je vais faire le tri, je vais voir qui sont les vrais gens qui m'aiment vraiment, tu vois, j'avais vraiment besoin de cette surexposition. C'est marrant parce que j'ai écouté l'autre fois dans ton podcast une personne qui disait les personnes qui sont sur les réseaux sociaux c'est qu'elles ne vont pas très bien.
Et en fait, à l'époque, j'allais pas très bien. Et ça a été un peu une thérapie, les réseaux. Et maintenant, c'est devenu ma cour de récré géante parce que je sais exactement où je suis et que je suis très fière de ce que j'ai fait et de ce que je fais encore. Mais à l'époque, c'était vraiment une espèce de journal intime. C'était très vulnérable, tu vois. J'ouvrais vraiment j'ouvrais mes galères, j'ouvrais mes joies et tout ça. Et je réalisais pas, je pense que j'ouvrais ça à beaucoup de monde. On va revenir dessus. Là, on est devant une maison. Oui. On est où ? Alors, on est dans la banlieue chic de Lille. C'est-à-dire que moi, je dis souvent par rapport à Paris qu'on est dans un Neuilly, tu vois, ou un Boulogne. Mais en tous les cas, on n'est pas à Lille même. On est arrivé là... step by step, c'est parce que moi je suis pas du Nord, je suis normande à l'origine. J'ai suivi mon mari qui est originaire du Nord et en fait j'ai voulu commencer par le cœur de Lille et pour ensuite m'éloigner par, comme les Parisiens j'imagine de temps en temps, par recherche d'espace, de verdure, etc. Donc on s'est un petit peu éloigné. Ah, tu n'es pas du Nord, tu n'es pas une nordiste, non, comme on dit. Ouais, je suis pas nordiste. Je suis pas une fille, je suis pas une ch'timi. Voilà, une ch'ti, pardon. Ouais, je suis pas du tout une ch'timi. Je suis complètement normande et moi j'ai vécu à Paris jusqu'à mes 26 ans. Donc tu vois, je suis normande vraiment très très proche Paris. Je suis arrivée à Paris à 18 ans. J'ai fait mes études à Paris, j'ai commencé à bosser à Paris et j'ai rencontré mon mari dans une station balnéaire du Nord-Pas-de-Calais. J'ai cru que tu allais dire dans une station-service. Non, dans un bar, mais dans une station, au Touquet. Je pense que tout le monde, souvent les gens connaissent le Touquet. On s'est rencontrés là-bas et on a vécu à Paris à deux. Puis lui, quand il a voulu créer sa boîte, il est revenu dans le Nord et on est restés comme ça séparés. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ça marchait pas. Et du coup, je l'ai rejoint dans le Nord. D'accord. Donc là, maintenant, on habite en banlieue, on habite à côté de Lille, dans une maison qu'on a rénovée il y a 4 ans. Ouais, et c'est la maison de ta vie, tu penses ? Non. Alors non, je pense pas. Pourquoi tu rigoles ? Je rigole parce que je pose souvent cette question-là en coaching à mes clients. Ah, c'est drôle. En fait, je trouve que c'est affreux comme question parce que, en même temps, tu as besoin de savoir. Mais je trouve ça terrible parce que tu as le côté... maison, fin de tes jours. Et j'ai pas du tout envie de penser à la fin de mes jours. Et donc, du coup, je me dis, bon, si ça se trouve, dans les faits, je vais y rester. Mais je pense pas qu'on y reste. Moi, j'ai encore envie. Moi, j'ai vite la bougeotte. Si tous les voyants étaient au vert, j'aurais déjà bougé depuis 1 an, tu vois. C'est mon mari qui me calme et qui me dit, attends, on est trop bien ici. Etc. Changer de région ou pour changer de maison, pour refaire une rénovation ? Je change tout le temps d'avis. En ce moment, je suis sûre, je veux tout quitter et revivre en appart. J'ai envie de simplicité, d'avoir tout le monde sur le même niveau, etc. Mais parce que je viens de passer un week-end à Paris, je me dis en fait c'est trop chouette de vivre en appart, tu vois. Et puis après il suffit que je passe un week-end en Espagne pour te dire je veux tout quitter et vivre en Espagne. Je suis un peu une girouette à ce niveau-là. Je pense que ça correspond à une tranche de vie et en ce moment je sens que j'ai besoin de nouveaux projets. Donc non, cette maison n'est certainement pas ma dernière maison. Et mon mari qui va nous écouter, il va dire t'en démords pas, mais ça c'est vraiment le truc. J'aimerais bien soit faire construire ma maison, qu'il se passe quelque chose de nouveau, quoi. Me remettre dans le dur. Et là, tu as fait beaucoup de travaux dans ta maison. On va revenir, on va déambuler pièce par pièce. Mais grosso modo, elle était vraiment très différente de ta maison actuelle. C'était une maison de mamie. C'était déjà en plus dans un quartier que moi, j'appréciais pas tant. Enfin, tu vois, c'est un très vieux lotissement. Tu m'aurais dit il y a 6 ans qu'on habiterait dans un truc comme ça. J'aurais dit non, mais c'est hors de question. J'avais beaucoup de préjugés. Tu vois, c'est marrant. J'avais beaucoup de préjugés sur ces quartiers-là en me disant non, mais pas moi, je vais pas vivre dans un truc comme ça. Tu vois, j'étais assez odieuse, quoi. Et mon mari m'a dit non, mais attends, moi, j'ai grandi dans des quartiers comme ça. Pour les enfants, c'est extraordinaire parce que j'ai 2 enfants. Et donc, on visite quand même, pendant le Covid, on visite ce quartier. Et en fait, je me projette, je me dis, OK, il y a lotissement et lotissement, c'est très vert, il y a beaucoup d'arbres, c'est un lotissement des années 70. Et moi, je suis un peu fanat de toute cette période-là. Donc, les maisons, elles ont un style quand même assez chouette, en briques, mais assez allongé, avec des demi-étages, donc pratiquement plein pied et tout. Je me dis, on coche des cases. Et en plus, on visite pendant le Covid et on voit des gamins dans la rue qui font du badminton alors que nous, on était confinés depuis des mois dans notre petite maison de ville et on croisait personne. Et en fait, ça m'a vendu du rêve. Et je suis tombée amoureuse d'une des maisons parce qu'elles se ressemblent toutes. J'en ai visité une qui n'était pas la future. Et en fait, je me suis dit, quand on a visité une, tu les as toutes visitées. Et en fait, celle qu'on a achetée au final, il y avait une benne devant. On s'est dit, OK, ça bouge.
j'ai frappé et j'y suis allée au culot. J'ai sorti les violons, j'ai montré des photos des enfants à une petite dame en lui disant « Madame, je suis tombée amoureuse de votre maison ». Ce qui était vrai parce qu'il y avait un saule pleureur dans le jardin. Et je dis « Ok, on y va, quoi ». Et on achète cette maison vraiment en se disant « On ne pourra pas faire beaucoup de travaux ». Parce qu'on n'avait pas assez de budget pour les faire. Et en fait, on a extrêmement bien, on a eu de la chance, on était dans une période où ça se vendait bien. On a très bien vendu notre ancienne maison que j'avais complètement rénovée aussi dans le cadre de ma reconversion. Tu sais, je m'étais mise à 100% sur la réno de notre maison. Donc, c'est là où j'avais réussi à faire un bon coup immobilier, c'est que la maison, elle était très bien décorée. Et du coup, avec cet argent-là, on a pu faire énormément de travaux. Et quand je te dis énormément, c'est que dans cette maison, on n'a vraiment rien conservé. On n'a rien conservé à l'intérieur. Pourtant, je suis vraiment une queen de la sauvegarde des matériaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'évite qu'on retire des matériaux parce qu'on me demande toujours comment amener de l'âme dans un intérieur. Je dis, commencez par ne pas défaire ce qui avait été fait. Parce que ça peut être, OK, pas vos souhaits de départ, mais en fait, ça peut tout faire dans votre déco au final. Sauf que là, dans cette maison, à part un parquet damier des années 70 qu'on a pu conserver et une cheminée en crépi qui est vraiment... très marqué aussi, qu'on a pu conserver. Par ailleurs, on a vraiment tout relissé. C'est-à-dire qu'on a du béton ciré sur les sols, on a pété des cloisons pour avoir vraiment un séjour très, très ouvert. On a changé toutes les menuiseries de la maison. Donc, on a fait vraiment des gros travaux. Et moi, ça a été mon terrain de jeu de décoratrice. Et en plus, j'ai fait des choix aussi. Je pense pas que ce soit une maison... Si c'était à refaire, tu vois, j'ai une série comme ça sur Instagram. Si c'était à refaire, il y a plein de choses que je referais différemment. Mais en tous les cas, pour la tranche de vie, j'ai vraiment fait une maison de famille qui allait accueillir... un enfant d'1 an et demi à l'époque et une enfant de 4 ans. Donc, je voulais que ça soit adapté à notre vie de tous les jours. Et c'est une maison qui est très agréable à vivre. Ton mari a son mot à dire ou pas ? Il a son mot à dire, mais il n'en dit pas des masses. C'est-à-dire il te laisse carte blanche. Il a une confiance là-dessus. Il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il aime pas, mais j'avoue que là-dessus, sur la déco, je l'appelle la police de la thune. Lui, c'est vraiment son point, c'est l'argent. C'est-à-dire que, mais comme tout le monde en réno, tu vois, il en faut un. Moi, au quotidien, je suis plutôt celle qui freine sur les budgets. J'ai plutôt des oursins dans les pockets, mais dans le cadre de la réno, comme j'avais envie c'était ma plus grosse vitrine aussi pour Insta, etc. Donc, j'avais envie de mettre les moyens. Et il m'a vraiment beaucoup freiné, ce qui lui a valu ce surnom sur les réseaux et qui fait rire. Mais en même temps, grâce à lui, on a réussi à tenir un budget assez cohérent. Mais j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire. Genre quoi ? Qu'est-ce qui te manque, par exemple ? Des finitions sympas. Tu vois, typiquement, les finitions, tu viens chez moi. Alors moi, je suis persuadée que tu peux tout noyer dans un lot de déco. Et c'est vrai, quand tu vois ma maison, tu vas jamais te dire « Ah ouais, mais les interrupteurs sont pas ouf. » Pourtant, les interrupteurs sont vraiment pas ouf. Et en fait, je me suis toujours dit « Ok, je le sais. Un jour, quand j'aurai le budget, je remplacerai les interrupteurs un par un pour mettre de la jolie céramique ou quelque chose comme ça. » En attendant, j'ai mis un plexi de chez Legrand, pas dingue, et que j'ai harmonisé. Mais personne ne l'a jamais vu, ça, tu vois. Mais parce que je pense que c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais moi, en tant que décoratrice, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir des finitions un peu plus chouettes. Ouais. On est dans ton... Je me dis, il faut qu'on avance parce qu'on est que devant la maison. Ah oui, on n'est même pas dans l'entrée. Alors, attends. Et on va faire toutes les pièces. Alors, on est dans ton entrée. Ouais. On pose ton portable. Il y a quoi en fond d'écran de ton portable ? Il y a mes enfants et moi. Il y a un petit Polaroid qu'on fait une fois par an à la rentrée et que je renouvelle à la rentrée à chaque fois. J'avais vu une petite vidéo. Tu dis que tu as raté ton entrée. J'ai raté le meuble de mon entrée, une catastrophe. En fait, quand on a fait notre réno, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Tu sais, il faut toujours être derrière les fesses de tes artisans, que j'adore au demeurant. Hein. J'ai adoré les artisans qui ont travaillé à la maison. C'est-à-dire qu'il suffisait que je parte un jour, que je sois pas là. Alors, je leur avais dit la veille, surtout, vous ne jetez pas les portes à la benne. Les portes d'origine, je veux les conserver. J'arrivais le lendemain, les portes étaient à la benne, donc ça me rendait folle. Et là, c'est la même info placard. Je voulais un placard dans l'entrée avec une petite banquette, un décaissement pour pouvoir mettre intuitivement tes rangements, accrocher tes vêtements, etc., ce qui est quand même plutôt appréciable au quotidien. Et en fait, j'ai un énorme dressing dans mon entrée qui est très mastoc et tout. Et au quotidien, on n'accroche pas nos manteaux sur des cintres. On a beau l'avoir, ce truc, c'est du stockage. Et du coup, mon entrée, elle était plutôt spacieuse. On a quand même retiré un WC dans l'entrée pour pouvoir avoir du rangement.
Et en fait, on n'en profite pas du tout du dégagement. Et en plus, le meuble est collé contre mon escalier qui est magnifique, donc on voit plus l'escalier. Donc c'est un vrai loupé. Donc le conseil, c'est quoi ? Il faut des vrais bons porte-manteaux dans une entrée ? Ouais, en fait, Une banquette des porte-manteaux. Idéalement les deux, en fait. Idéalement, avoir un placard avec des cintres pour pouvoir stocker tes manteaux, etc., tes chaussures et tout ça. Mais aussi avoir de la patère à foison, quitte à mettre, moi je dis tout le temps à mes clients, mettez énormément de patère, parce que plus t'en as, du coup, finalement, plus tes manteaux sont noyés, et tu peux même accrocher de la petite déco, tu vois, des petites guirlandes. Parfois, je fais sécher des bouquets la tête en bas. Ça a beaucoup de charme, en fait, d'avoir plein de patères. Et puis, en plus, si elles sont peintes... on va pas faire du conseil déco ici, mais si elles sont peintes comme dans la finition de ton mur, c'est vraiment ravissant. Donc, ça, c'est un truc que je veux refaire, ouais. On passe au salon. Il ressemble à quoi ton salon ? Comment tu définirais ton style déco ? Et qu'est-ce que tu as fait dans le salon ? Les gens disent de moi que je suis très 70s, mais en fin de compte, dans cette maison, il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de pattes 70s. C'est vrai que c'est plutôt que j'ai une palette très automnale, que ce soit dans l'ancienne maison, dans celle-ci ou dans la prochaine. J'aime toujours les mêmes couleurs, qui sont le orange, le bronze, le bordeaux, les bleus gris un peu glaciers. Donc en fait, on se retrouve toujours dans des environnements un peu mid-century et tout, et j'aime énormément le bois. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais une maison full bois. Donc, du coup, c'est vrai qu'on m'a un peu mis l'étiquette 70s, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est que juste j'ai une palette qui se retrouvait beaucoup dans ces courants-là. Mais dans mon salon, en l'occurrence, c'est la pièce où j'ai fait le moins de choses. J'ai conservé un parquet damier et une très belle cheminée d'origine, mais qui divisait beaucoup à l'époque. C'est marrant sur Instagram, parce que je disais, on la garde pas, alors que moi, j'étais sûre de vouloir la garder. Et j'ai beaucoup de gens qui étaient là, mais non, mais le crépi, c'est pas possible et tout. Je dis, mais en fait, si, c'est magnifique. Donc, j'ai de la brique, du crépi, et puis tout est peint en blanc. Après, j'ai fait la part belle beaucoup au mobilier. J'ai un très gros canapé qui prend pas mal de place. Mais le salon, il est finalement assez intemporel. C'est blanc-bois, il n'y a pas de couleur. Tu vois, c'est très, très zen. Ouais. Tu as toujours été, tu disais, fan de déco. À quel moment tu as switché en disant « je me lance officiellement en tant que décoratrice » ? C'est les gens qui me l'ont soufflé, parce que... Alors moi, je me suis lancée dans la réno de notre première maison, et ça tombait en même temps que mon bilan de compétences, / développement personnel, parce que j'ai mis un petit peu de temps. Je fais une petite thérapie sympathique après la naissance de ma fille. Je dis pas ça du tout avec du dédain, hein, ça m'a fait vraiment du bien, et c'est ce qui a débouché sur un très bon bilan de compétences. Et en fait, à ce moment-là, il se trouve qu'on achetait notre première maison. Et j'ai tout lâché en disant, je m'investis à 100% dans la réno de maison. J'ai une rupture conventionnelle. Je vais prendre le temps d'explorer cet aspect-là qui m'a toujours séduite, mais je sais pas s'il y a un vrai truc. Et du coup, j'ai fait le suivi de mes travaux, j'ai choisi mes matériaux et tout, et j'ai tout montré sur Instagram. Et en fait, en montrant sur Instagram, je me souviendrai à vie de ma première cliente, Alix, si tu nous entends, elle est pour toi. Elle m'envoie un message sur Instagram et me dit « Ce que tu as fait chez toi, est-ce que tu peux le faire chez nous ?» Et puis 1, puis 2, puis 3, en fait, j'ai fait les maisons de son réseau. On était toutes et tous un peu du même âge, primo-accédants, et donc du coup, souvent le même type de maison et tout. Et donc, ça m'a permis, en fait, d'apprendre le métier de décoratrice sur le tas. Mais j'ai pas fait de formation. Là-dessus, je suis complètement autodidacte. Et en fait, à l'époque, je me suis maquée avec un cabinet d'archi de copains. Et je faisais les projets déco de leurs projets archi. Donc, je complétais leurs compétences, parce que un architecte n'a pas forcément envie de choisir la crédence et le robinet, et puis les appliques qui vont bien et les couleurs qui vont bien dans la maison. Donc, moi, je venais faire ça. Et puis, c'est à leur contact aussi que j'ai compris que je voulais pas être architecte d'intérieur, mais que je voulais bel et bien être décoratrice. Donc, qui sont vraiment des métiers différents. C'est-à-dire ? En fait, un archi d'intérieur, il touche à la structure. Moi, je ne touche aucunement à la structure. Et ça, j'ai jamais eu de mal de le dire, tu vois, aussi sur les réseaux, de repréciser un peu les métiers de la décoration. Toi, c'est vraiment du conseil déco. Moi, c'est vraiment du conseil déco. J'arrive chez les gens et je leur dis, il faut savoir reconnaître ses talents. Moi, c'est celui-ci, c'est que je déteste produire et être derrière un ordinateur, faire des plans, faire des moodboards, etc. Alors que je sais que je peux le faire en live. J'arrive chez les gens, je leur dis, j'ai mon nuancier, tu fais cette couleur-là, tu mets ce tapis, ce canapé, et je fais tout en live, en fait. C'est ce qui a donné lieu au conseil déco que j'appelle les coaching coffee. En fait, je voulais que
comme on book un soin du visage, on puisse me booker moi pour 1 heure en ligne ou à domicile. Et ça, c'est pareil. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de consoeurs et confrères qui font ça. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant. Donc, moi, c'est vraiment du coaching spontané où je donne mes conseils, je les distille en vrac au départ. Et en fait, on a une conversation WhatsApp avec mes clients et je viens l'enrichir pendant le coaching de toutes les références, couleurs, ameublement, agencement aussi. Mais c'est jamais sur de la structure. Souvent, on me demande même parfois de challenger des plans d'archi qui ont été faits. Et moi, en fait, à force d'expérience, je sais leur dire, là, prévoyez tant de sorties pour les luminaires, prévoyez de faire un changement de sol ici pour dynamiser un petit peu le volume. Autant d'infos qui peuvent être difficiles de régler après dans sa déco. Tu vois. Donc ton vrai métier, entre guillemets vrai, ouais. c'est d'être décoratrice. Ouais. Ça marche bien? T'es contente? Ça marche très bien. C'est mon vrai métier qui est venu s'étoffer avec le temps parce que cette présence sur les réseaux sociaux fait que ça, ce que je te disais dans l'intro, ça m'a ouvert des portes sur d'autres métiers qui étaient en plus des passions très enfouies. Donc je suis très contente, notamment, tu vois, les écrans, l'audiovisuel, tout ce qui est image, ça m'a toujours vachement attirée. Quand j'étais jeune, j'osais pas dire que je voulais être présentatrice télé, c'est pour te dire, parce que j'avais l'impression que ça faisait un peu sans cervelle et sans jus, tu vois. Et en fait, la décoration d'intérieur et le fait d'être à l'aise et à ma place dans ce métier m'a permis d'être légitime sur l'image qui était une autre de mes passions. Donc du coup, en fait, je les ai fait matcher. Et à quel moment tu t'es dit que tu tenais quelque chose avec Instagram quand tu t'es lancée? C'est triste à dire, mais c'est au moment où les gens ont commencé à me faire confiance, les marques, tu vois. Avant ça, j'avais du mal à me dire que c'était stylé. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément le système, qu'est-ce que tu appelles par les marques m'ont fait confiance? En fait, sur le volet, moi que j'appelle speakerine, mais en fait c'est ni plus ni moins que de l'influence, hein, c'est que je prends la parole et je viens incarner le ton de certaines marques. Tu vois, un Balzac Paris, un Mec Ma Limonade, là récemment Bonsoir, le linge de lit, m'ont appelé parce que c'est des marques qui ne prennent pas la parole et donc du coup qui ne peuvent pas forcément incarner le ton qu'elles ont envie d'incarner. Du coup, elles font confiance. Elles me font confiance pour le faire à leur place et venir présenter une nouvelle collection, une nouvelle boutique, voilà, pour pouvoir s'associer à une personnalité. Et ça, pour moi, c'est une réussite, tu vois. Parce que, en fait, j'ai toujours su le faire. J'ai toujours voulu le montrer via mon compte Instagram, que je savais que j'étais à l'aise devant la caméra, que je savais parler de tout sujet et tout. Enfin, vraiment speakerine. Et c'est marrant parce que en école de com, on m'appelait déjà Denise Fabre, tu vois, en me disant, toi, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux. T'as le smile, t'es coiffée et tout. En fait, je m'allume devant une caméra. Genre, ça me fait je sais pas, ça doit certainement vouloir dire quelque chose, mais c'est vraiment une passion pour moi. Et donc, du coup, de pouvoir le mettre et d'être rémunérée et reconnue pour ça, pour moi, ça, c'est une vraie reconnaissance. Et donc, les marques, aujourd'hui, me font confiance. Donc, quand tu me dis mon vrai métier... Oui, c'est pour ça que je dis vrai métier, parce que c'est un autre métier, l'influence aussi. Ce sont deux métiers en même temps. La création de contenu, c'est un autre métier que j'arrive à faire matcher avec le milieu de la décoration parce que j'ai toujours abordé le lifestyle sur mon compte. Du coup, ça va. En fait, on a toujours su que... Moi, j'ai jamais caché que j'adorais la skincare, que j'adorais les vêtements, en plus d'être décoratrice. Et je suis assez persuadée qu'on peut pratiquer un métier et avoir d'autres passions, encore heureux, quoi. Et en plus, je trouve que c'est souvent des métiers où il y a des résonances. Alors, skincare, je sais pas, mais en fait, skincare, quand même, t'aimes bien prendre soin de toi. Quand tu décores ta maison, t'aimes bien prendre soin de toi aussi. Explique ce qu'est la skincare pour ma mère, si elle écoute le podcast. Alors, c'est tout ce qui est cosmétique, make-up, c'est amour, soin de la peau. Et il en va de même aussi pour la mode. Je trouve qu'il y a des vraies résonances entre les collections déco et les collections mode. Souvent, tu retrouves des motifs, des patterns, des couleurs qui marchent de pair en déco et en mode. Donc, ça m'a jamais dérangé de tout mélanger, de tout montrer. L'intérêt de mon compte Instagram à l'origine, c'était justement de casser un peu les idées reçues et les frontières qu'on pouvait avoir sur les influenceuses et sur les femmes de manière générale, qui étaient censées avoir une seule casquette. Mais depuis quand on n'a qu'une seule casquette? On est bien placé pour savoir qu'on en a 10 000. Et moi, j'ai décidé de montrer les 10 000. Alors, on en parlait un peu en off. Parfois, c'est à nos risques et périls. C'est que parfois, j'ai l'impression que j'en fais trop et j'ai l'impression qu'on ne va plus comprendre. Mais après, ça, c'est à moi d'être droite dans mes bottes. Et puis, je me dis toujours que le moteur, c'est le plaisir et que du moment que ça me plaît,
et que je suis dans le plaisir et dans le kiff de le faire, et ben c'est que je suis dans le bon. Ça, c'est vraiment mon seul moteur. Mais je vais avoir du mal à raccrocher les wagons sur ta question d'origine. Non, mais c'est bon. En plus, c'est une passerelle toute trouvée pour... souvent, tu es très transparente. Quand même, tu racontes ta vie. On te voit tous les jours. Ouais. Alors, ce qui est amusant, c'est que je raconte jamais ma vie intime, mais je raconte des futilités du quotidien. Ton quotidien, pardon. Ouais. Exactement. Pardon, je voulais plutôt dire ça. Mais donc, tu partages aussi un peu tes états d'âme, entre guillemets, et tu es déjà revenu sur cette idée du syndrome de l'imposteur qu'on soupçonne pas forcément après ce que tu viens de nous dire. Comme tu dis, tu cherches la lumière et en même temps tu te demandes est-ce que tu es à la bonne place ou tu sais pas encore? Je pense que je suis à la bonne place, mais tu sais jamais l'image que tu génères et que parfois j'ai toujours ce truc fort du regard des autres et me dire attends, est-ce que ce que je fais là, ça va avoir du sens pour ce que j'appelle mes figures d'autorité, les gens qui m'ont toujours impressionnée dans la vie. Donc, ça peut être des beaux-parents, ça peut être des gens dans le pro, toi, par exemple, tu vois, de me dire, quand tu m'as invitée, j'étais là, oh, putain, j'ai eu un petit... genre, je me suis dit, ça y est, quoi, elle a vu que je pouvais être dans son podcast et tout, mais je te le donne en exemple, hein. Mais j'ai des figures d'autorité comme ça dans la vie à qui j'ai envie de plaire. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de très infantile, c'est quelque chose de... J'ai toujours cherché à la reconnaissance parmi mes figures d'autorité. Et quand, parfois, j'ai l'impression d'en faire trop, et souvent je le dis sur les réseaux, je dis, je sais pas après quoi je cours, parce que c'est jamais suffisant, tu vois. J'ai l'impression d'être une personne qui est en perpétuelle recherche de plus, donc c'est exténuant. Sauf qu'au lieu de le garder pour moi, je le dis aux gens. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en le disant aux gens, y a plein de personnes qui se reconnaissaient. Et donc, du coup, c'est hyper guérisseur. C'est que, clairement, une personne qui est sur les réseaux, elle recherche de l'amour. Et moi, de l'amour au quotidien, ça suffit pas toujours parce que de l'amour, j'en veux de mes figures d'autorité. Mais c'est quand même énorme tout ce que je reçois. Et c'est là que je me dis... Léa, je prends toujours le temps de me dire c'est fou ce que tu t'as fait, j'essaye de regarder derrière quoi, tout le chemin parcouru. Oui, je pense que je suis à ma place, mais j'ai toujours ce petit truc des figures d'autorité. C'est certaines personnes que je vais croiser dans mon parcours où je vais me dire est-ce que c'est suffisamment bien? Est-ce que je suis pas trop potache? Tu vois, parfois, quand je partage mes états d'âme et tout, je me dis, quelle est la limite? C'est quoi le next step? Est-ce que je vais pleurer devant ma caméra? Enfin, tu sais, et je m'auto-dis ça. Sauf que j'allais dire, mais c'est vrai, c'est une force, c'est que je le dis, en fait. À un moment donné, je me suis surprise à être émue en vidéo et j'ai dit, je suis à 2 doigts de pleurer devant ma caméra, mais je pense que c'est too much. Tu vois, j'aurais pu couper et dire, vas-y, j'en parle pas et tout. Mais je l'ai dit, en fait, parce que oui, je trouve que c'est too much de pleurer devant sa caméra, tu vois. Donc, en fait, je pense que là où je suis à ma place, c'est que je suis ultra connectée avec mes états d'âme, mes émotions et tout. Et je pense que les gens ont compris et que ça fait écho dans leur parcours. Donc, je suis trop fière de ça. Ok, super. Alors, on passe à la salle à manger. On va se détendre, on va prendre un petit verre, on va dîner. Ah, j'adore, ma partie préférée. Ta salle à manger, elle est très chouette. Est-ce que tu peux nous la décrire et nous expliquer les parties pris? T'as une banquette, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte, une banquette? T'as un passe-plat aussi, je trouve ça l'idée intéressante. Enfin, décris-nous, donc cuisine ouverte plus salle à manger. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment voulu faire une maison de famille avec des enfants en bas âge, etc. Et moi, j'ai voulu reproduire un truc que j'avais connu dans ma maison d'enfant, qui était l'idée de la cuisine coin repas. En fait, j'ai toujours connu ça dans ma maison d'enfant. Et donc, du coup, quand je suis arrivée dans cette maison, le volume permettait un passe-plat et une énorme banquette avec une grande table de salle à manger. Et je me suis dit, banco, je le fais parce que j'ai jamais connu d'endroit aussi convivial quand j'étais enfant. Et je me suis dit, je suis en recherche de cette atmosphère-là pour cette maison-là. Donc, on a fait ce passe-plat. Et puis aussi, ça, c'est pas un détail, j'ai un mari qui est restaurateur et qui a conçu toute la cuisine en fonction du nombre de pas qu'on devait faire c'est véridique, c'est qu'il comptait les nombres de pas qu'on faisait entre la table à manger du coin repas et le lave-vaisselle pour le débarrassage. En fait, il se disait, ok, là, quand on est assis dans ce volume-là, on se retourne, on pose la pile d'assiettes, la personne qui est dans la cuisine prend les assiettes, les range dans le lave-vaisselle, enfin, tout était millimétré. Et c'est vrai que du coup, c'est, en plus d'un volume en termes de déco que moi, je trouve très sympa,
c'est excessivement pratique parce que c'est un coin finalement où on fait les devoirs. Moi, pendant que ma fille fait ses devoirs, je lui file son assiette à goûter. C'est très facile à vivre. Et puis, donc ça, c'est ce passe-plat qui est trop chouette. Et le coin repas, on a fait une banquette XXL. Je pense qu'il y a 4 ans, si j'avais su que le léopard reviendrait autant dans l'ameublement, je me serais peut-être pas lancée parce que j'aime bien faire mon original. Et que là, du coup, je suis plus du tout originale. Il y a 4 ans, c'était rock'n'roll ce que j'ai fait, mais là, mon envie, c'est de faire retapisser entièrement ma banquette avec un tissu plus pointu pour qu'il puisse pas se retrouver ailleurs, quoi. Parce que là, maintenant, mon tissu, tu sais, c'est le léopard nobilis qui est magnifique, mais qu'on voit absolument partout. J'avoue que j'ai mon petit truc de what next, quoi. J'ai envie de penser à autre chose. Après, j'ai fait concevoir une table que j'ai mis en vente à la suite de ça parce que j'ai eu de nombreuses demandes. Tu vois, le compte Instagram, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que je montre des choses au quotidien sur mes stories. Ça me permet aussi de capter le potentiel séduction de certains objets. Et en fait, comme je crée aussi des objets, tu sais, j'ai une boutique en ligne, et ben ça me permet au quotidien d'être en contact avec mes clientes potentielles. Et typiquement, cette table, on l'a conçue pour la maison parce que pareil, je voulais une table très facile à vivre avec du stratifié qui craint pas la vie pour pouvoir faire de la pâte à modeler, des activités créatives en tout sens, et puis des dîners animés sans stresser pour ma table. Du coup, comme je trouvais pas sur le marché à l'époque une table design et pratique, je l'ai créée avec mon menuisier et je l'ai commercialisée ensuite. Ça a été le début de la boutique en ligne. Oui, j'arrivais sur cet aspect-là qui est presque un troisième métier. Et tu t'as dessiné cette table et tu as toute une collection en fait d'objets notamment que tu vends en ligne. Quel est l'objectif avec ça ? C'est la grosse question du moment, c'est qu'en fait, ça fait 3 ans que je me suis associée avec une amie sur ce volet-là parce que j'ai toujours voulu faire des objets. J'ai toujours voulu créer, sauf que j'avais pas le temps et puis pas les compétences non plus, tu vois, faut savoir reconnaître. Moi, j'ai pas vraiment une âme de... Je dis tout le temps, j'ai pas une âme d'entrepreneuse. Pourtant, j'entreprends au quotidien, mais tu vois, pour créer une marque... Il faut vraiment un début, un milieu et une fin. Et puis moi, je vois j'ai la vision, mais je ne sais pas comment y arriver. Donc, je me suis associée avec cette personne qui m'a prise par la main et qui m'a dit « Attends, tu veux créer des objets, mais on va d'abord capter le potentiel acheteur de ta communauté. » Parce que j'ai la chance d'avoir une communauté qui achète souvent ce que je montre. Donc, que ce soit des vêtements ou de la skincare et tout. Et je me suis dit « Mais attends, ça serait génial d'en profiter moi et d'inventer des objets que j'ai envie de créer. » Et donc, ça a commencé par la table et on l'a accompagné d'une petite sélection, donc de la curation d'objets. Tu vois, j'allais chercher chez des grossistes ce qui me plaisait, puis je revendais. Et puis, au fur et à mesure, en fait, à chaque drop, donc à chaque vente qu'on faisait, on ajoutait une création originale qu'on faisait soit avec un artisan. Typiquement Madonna, qui est un bougeoir mural en fer, on l'a fait avec des artisans métalliers du Nord, parce que j'avais pas les compétences, et j'en profitais pour faire un petit reportage, comme ça on n'oublie pas le côté audiovisuel que j'aime tant. Et à chaque drop comme ça, on crée des objets, et ça on continue de le faire, mais on veut l'intensifier. Et donc on a une boutique en ligne qui est fonctionnelle depuis 2023. Et qui marche très bien avec nos objets permanents. Et le but ultime, c'est de lâcher la sélection parce que, en fait, je veux pas être une marque de déco de plus à faire de la sélection déco. Je trouve qu'aujourd'hui, on en trouve déjà partout, puis on revoit souvent les mêmes choses. Et en fait, c'est de faire que de la création originale d'objets. Donc, en fait, après, il y a le sujet financier qui est rentré dans la danse, c'est qu'on part de rien en termes de trésor. Donc, tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a perçu, on le réinjecte dans la collection suivante. Donc, on avance certainement moins vite que certains. On n'arrive pas avec une marque comme ça du jour au lendemain, mais on la crée brique par brique. Et le but ultime, c'est de créer un nom de marque. Moi, j'ai jamais eu la prétention d'avoir une marque éponyme. Et puis, en fait, comme je fais beaucoup de métiers, je trouve que c'est vite noyé dans le flot de tout ce que je fais. Donc, on va bientôt, c'est un petit spoiler, mais débouler avec un nouveau compte et un nom de marque pour abriter tous nos objets. Parce qu'ils
il mérite d'être vu, si tu veux. Et en plus, on a envie de dérisquer le truc lié à tout le monde. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie d'arrêter les réseaux pendant 2 mois et que ça tombe pendant une vente, il faut pas que ça puisse impacter les ventes, quoi. Donc ça, c'est le gros projet 2026, c'est d'affirmer la marque déco qui fonctionne déjà, mais pour autant, quand on parle aux gens, il y en a très peu qui ont capté que je faisais Tu peux nous dire peut-être qu'est-ce qu'il y a dans cette collection, par exemple ? Alors, il y a des carreaux de faïence personnalisables qu'on a fait avec une nana géniale de Dèvres, des Hauts-de-France, qui était parisienne, qui a tout plaqué pour sauver une faïencerie qu'elle avait visitée. Donc, elle a eu une vocation comme ça. Et moi, j'adore ces histoires de vie. Donc, en fait, nous, on avait envie de sortir des carreaux muraux. Il y a toujours dans nos objets un petit truc du passé qu'on revisite. Ça, c'est dans mon ADN. J'aime beaucoup ce qui se faisait avant. Je suis pas réac, mais j'ai quand même un petit côté tourné vers le passé très fort. Et en fait, je me dis que on est beaucoup quand même à avoir connu des objets dans le passé qu'on a envie de voir revenir. Donc, il y a ces carreaux de faïence que tu peux faire personnaliser dans la couleur de ton choix, la lettre ou le symbole de ton choix, qui fonctionne très bien, tu vois, en petit cadeau de baptême, en petit cadeau d'anniversaire, en cadeau de naissance, etc. Ça, il marche très bien, nos carreaux, donc on est ravis. On a la Madonna, qui est le bougeoir mural en acier, mais tu sais, dans un rouille assez engagé, et ça qui cartonne aussi, parce que c'était vraiment ni plus ni moins que ce qu'on trouvait dans les intérieurs d'autrefois, quand on n'avait pas l'électricité. Et en fait, c'est marrant, c'est vraiment un objet devant lequel tu t'es obligé de marquer un petit temps de pause et tout. Les gens, à chaque fois, trouvent qu'il y a presque une dimension un peu spirituelle à cet objet, alors que c'était pas du tout la volonté, mais c'est vrai qu'on dirait un petit nichoir. Et en fait, comme tu mets ça dans des coins un peu paumés de ta maison, t'as vraiment l'impression que le temps doit ralentir, et j'aime bien cette idée-là. On a un plateau en acier personnalisable aussi, ça qui marche très fort et qui est ni plus ni moins qu'un objet que j'ai piqué à mon mari, qui est un objet de restaurateur. C'est des cookie bannes en fait que les restaurateurs utilisent beaucoup pour les marinades, pour tout en cuisine en fait, en objet de resto. Et moi je l'ai détourné en petit cadeau pour pimper aussi le petit cadeau personnalisable. Donc c'est de l'acier, mais ça a une allure d'inox et de chromé, donc en ce moment ça cartonne, et tu peux le personnaliser avec le nom de ta maison, un petit message, le prénom de ton enfant et tout. Donc on a les plateaux. La table, pour l'instant, on recherche un plus gros fournisseur pour la produire, parce qu'on a du mal à tenir la route, mais elle nous est beaucoup commandée, mais malheureusement notre menuisier qui suit pas. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Si, on a la toise Françoise, qui est pas vraiment une toise, parce qu'une toise, c'est censé mesurer les enfants. Nous, c'est vraiment de la décoration murale, tu sais, qui est tissée en Inde. Et en fait, c'est pareil, ça, c'est parti d'un constat que j'avais beaucoup chez mes clients, de me dire, mais je fais quoi de ce grand mur-là ? J'ai pas forcément envie de mettre 3 000, 6 000 euros dans une œuvre d'art, et encore, ce serait accessible. J'ai envie d'habiller mon mur sans me plomber. Et du coup, on a créé de la déco murale que tu peux acheter toute seule ou x3 pour pouvoir habiller les murs. Donc, c'est pour ça que je te dis, d'où l'intérêt d'être tout le temps connecté à ma cliente, c'est que souvent, ça m'est soufflé par mes clients, les objets. C'est drôle. Si tu fais un dîner, là, tu reçois, donc sur cette table, comment tu dresses cette table ? Tu mets des sets, une nappe, à quoi ressemble ta table ? Alors, moi, j'ai vraiment un truc hiver-été, c'est-à-dire que l'hiver, j'adore mettre des nappes. En plus, j'ai une table en marbre, parce que j'ai 2 espaces de salle à manger dans ma salle à manger. Parce que j'aime bien l'idée qu'on puisse changer de table en fonction de son mood. C'est-à-dire que parfois, sur ma table en stratifié, je trouve que comme il y a la banquette et tout, c'est très cocoon. Quand on a un petit dîner de 4-6 avec des copains, c'est hyper agréable et c'est souvent l'hiver. Et par contre, quand j'ai envie de mettre les petits plats dans les grands le dimanche, le samedi soir et faire des belles tablées, je me mets sur une autre table qui est en marbre. Et donc, du coup, cette table en marbre, je trouve que c'est assez froid l'hiver, donc je mets une nappe. Quand je mets une nappe, je mets pas de set de table. Je suis plutôt décontracte en termes d'art de la table. J'aime pas en faire des masses. Par contre, j'ai des très belles pièces. Tu vois, j'ai des très beaux couteaux qu'on a commandés chez un coutelier en Corse lors d'un voyage. J'ai les porte-couteaux de mes grands-parents. J'ai beaucoup d'objets comme ça qui ont été transmis ou pourront être transmis. Et je fais rarement évoluer l'art de la table. Mais de manière générale, pour une fan de déco, je fais rarement évoluer ma déco. Je suis une gardeuse. Donc, je garde énormément ma déco. Et souvent, quand j'investis, je garde très, très, très longtemps.
J'ai du mal à quitter. Et donc, du coup, cette table, elle est assez simple. Elle est couverte d'une nappe l'hiver et l'été avec des sets de table. Et pareil, je me trimballe les mêmes sets de table depuis super longtemps. Si tu faisais un dîner avec 6 personnalités, et qu'elles soient ultra célèbres ou pas, décédées ou pas, qui seraient-elles ? Alors, numéro 1, c'est sûr de chez sûr, il y aurait mon grand-père, parce que c'est vraiment une figure qui compte énormément dans ma vie, qui a énormément compté et qui représente beaucoup dans ma vision, ma façon de voir les choses. C'est une personne qui était... Parce qu'on m'a posé la question récemment en me disant « Mais ça devient d'où ce truc de voir le beau un peu dans le banal ?» Je suis assez optimiste, j'aime bien... enfin, tu vois, souvent les trucs que les gens détestent, moi j'adore, tu vois. Il y a un petit côté un peu, je me fais à tout et tout. Et ça, c'était vraiment mon grand-père. Donc mon grand-père, je trouve qu'il peut apporter énormément dans un dîner. Il peut, enfin bref, c'est intemporel. Déjà, il aimait beaucoup rire, il pouvait se mettre à chanter, tu vois, en plein milieu du dîner. C'est quelqu'un de très festif et surtout qui savait parler à tout le monde, sans mauvais jeu de mots. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui était... tu pouvais le mettre n'importe où, il était comme un poisson dans l'eau. Et moi, ça, j'avoue que j'ai ce truc assez fort d'aimer être sans frontières, de pouvoir m'entendre avec tout le monde et tout, ça compte beaucoup. Et c'est souvent le meilleur compliment qu'on puisse me faire. En disant, bah, toi, Léa, de toute façon... Tu vois, souvent dans les dîners, on me dit, bon, bah, on t'a mis à côté d'un tel, comme t'es facile à placer et que t'aimes bien parler avec tout le monde. Donc voilà, donc ça, c'est mon grand-père, c'est évident. Après, je suis assez star française. On adore, vas-y. Qui me font rire, genre Jonathan Cohen... François Civil, mais alors ça c'est vraiment des mecs qui me font beaucoup rire. J'aime beaucoup, alors c'est marrant, c'est plus récent et je le connais pas perso, mais j'aime bien sa façon de parler et tout, il me fait rire, c'est Orelsan. Et en fait j'ai vu un truc Fucking Fred il y a pas longtemps à la télé avec mon mari et les deux me font rire, Orelsan et Jonathan Cohen. Je pense, tu vois, c'est marrant, il y a beaucoup d'hommes. Ouais, mais vrai. j'ai toujours été entourée d'hommes, tu vois, j'ai que des frères et tout ça, et je suis à l'aise, je me sens bien entourée d'hommes, ils me font rire, etc. Mais je vais quand même essayer d'apporter des touches positives, rien à voir. Je vais gros lapsus. Ouais, gros lapsus, des femmes. Non, mais je cherche, et je sais pas à côté de qui j'aurais bien aimé être à table, qui m'impressionne, parce que souvent les femmes m'impressionnent beaucoup. Et j'aime pas être impressionnée, j'aime bien quand c'est simple. C'est peut-être pour ça que j'ai ce truc avec les femmes qui me... Tu sais, je me sens plus souvent à ma place au contact d'hommes que de femmes. Souvent, ça me fait ressentir qu'il y a un truc... Ça, c'est à creuser, ça vient de sortir, mais je me rends compte en te disant ça que c'est marrant, c'est moins évident pour moi de m'entourer de femmes autour d'une table que d'hommes. D'une table ou dans la vie ? Ou dans la vie. Bah, non, j'ai plein d'amis, filles et tout, mais c'est moins facile pour moi, c'est moins intuitif, tu vois. Mais après, je pense que tu te rapproches facilement de ce que tu as connu. Et autour de moi, j'ai toujours eu beaucoup plus d'hommes que de femmes. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que plus ça va, moins c'est le cas. Mais très jeune, j'étais jamais entourée de femmes, tu vois. Ou alors vraiment c'est sélectionné... T'avais pas beaucoup de copines, tu veux dire ? T'avais Non. beaucoup de copains ? Beaucoup de copains, ouais. Et quand j'avais des copines, j'ai jamais eu des groupes de copines. Les groupes de filles, ça m'effraie, mais tu peux même pas savoir. C'est genre, je sais pas où me mettre. J'aime bien l'individuel, en tous les cas avec des femmes, parce que j'aime bien avoir des conversations assez deep, assez profondes, assez intenses avec les gens. Et souvent, les groupes et tout, je trouve que du coup, ça papillonne, je trouve moins ma place. Je préfère être en face-to-face, enfin, en tous les cas avec les femmes. Mais du coup, j'ai toujours pas ce dîner assise, quoi. Une écrivain, une comique, une chanteuse, une actrice française, américaine, une fille que tu trouves très belle. Bon, il y a le barrage de la langue, déjà. Je pense que ça sera que du français parce que je suis vraiment je suis nulle en anglais. Et ça, c'est un truc, si ça peut me stresser de dire bonjour à quelqu'un, de me rendre compte qu'il est anglais. Je me dis, j'espère que je vais pas être à côté à table. Je peux pas faire tout un dîner. Non, je sais pas, ça me vient pas. Non, mais c'est pas grave. Écoute, on en a combien là ? On en a que 4. Alors, mais nous, d'autres hommes ? Deux autres hommes ? Bah, c'est Cuculapral, mais mon mari, il me fait hurler de rire dans les dîners et j'aime trop. Je trouve qu'il est... En fait, sa présence me rassure aussi dans les dîners. Je trouve j'aime bien son regard. J'aime bien, tu vois, quand je me mets à parler, j'aime bien qu'il m'écoute. Enfin, j'aime bien son regard sur moi en soirée. Non, et puis après, en femme, je pense que je vais rester très puriste, mais je pense une de mes meilleures amies, avec qui je rigole tout le temps. Et qui serait très à l'aise aussi avec la team que j'ai constituée. En fait, j'aime bien quand c'est intime et quand c'est pas prise de tête. Et là, j'ai l'impression qu'avec la team que j'ai composée, ce serait un peu
une fin de dîner un peu drôle. Tu sais, le truc qui s'éternise à la fin, ta table, elle ressemble plus à rien. Il y a des taches partout sur la nappe et t'es trop content de cette atmosphère un peu bazar, quoi, mais hyper intime et friendly. Et j'ai l'impression que là, ouais, vraiment, avec même tu mets ma meilleure amie, mon mec, mon grand-père, Jonathan Cohen, François Civil, Aurel San, on peut vraiment beaucoup se marrer. Bien. Alors, on passe à l'étage, on monte un escalier en moquette. Ouais. Petit sujet moquette. J'ai une petite passion pour la moquette. J'avais très peur. J'ai fait une petite vidéo sur mon compte Insta sur la moquette et je me suis dit, oh là là, ils vont s'en donner à cœur joie. Ils vont me dire, ah mais non, c'est pas bien, c'est sale, c'est machin, c'est truc. Mais moi, la moquette, je veux rien savoir. Si j'avais pu faire tout mon rez-de-chaussée en moquette, je l'aurais fait tellement c'est un revêtement que j'adore et je trouve que ça fait un effet waouh, confort et très vintage en un rien de temps. Et tu vois, dans toutes ces références de films anglais, américains et tout, t'as toujours un escalier en moquette et je trouve que ça rend tout de suite un espace très cossu et très fini. Donc ouais, on a une moquette qui est miel et puis ça c'est pareil, si j'avais envie de la faire évoluer, c'est un truc que je pourrais quasiment passer en motif, tu vois. J'ai pas peur. Là, j'ai choisi la simplicité parce que je savais pas à l'époque de quoi seraient faits mes murs, parce que moi, je fais vraiment ma déco au fur et à mesure. Et du coup, j'avais choisi une moquette miel. Je m'étais dit, ça ira avec tout, tu sais, un peu de doré. Mais là, maintenant que j'ai bien la DA de ma maison, et puis je pense qu'avec le temps, tu t'affirmes de plus en plus. Je pourrais claquer un tartan dans mon escalier, quoi. Il y a pas de. Qu'est-ce qu'on doit pas faire en déco ? Est-ce qu'il y a vraiment des faux pas ? Tu vois, dans tes coachings, des choses qui reviennent souvent, que tu as l'habitude de dire genre « Ah non, faites pas ça ». Alors, moi, je suis anti-injonction par excellence. Je déteste dire à quelqu'un de ne fais pas ça ou faites ça. Enfin, en fait, je trouve que tout peut être fait. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de pas penser... Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas ça, c'est... Ce qu'il faut éviter, ou en tous les cas, ce qu'il faut privilégier, c'est l'harmonie. C'est qu'en fait, moi, j'en ai bien rien à faire que les gens aiment le gris et mettent des choses qui ne me plaisent pas à moi, mais c'est plutôt l'intérêt de la décoration, c'est que le but, c'est que ça leur ressemble à eux et pas à moi. Donc, je suis vraiment pour tout. Il n'y a pas de fashion faux pas dans la déco, sauf que pour le coup, on y va à fond pour comprendre. C'est-à-dire qu'on crée une harmonie. Si tu as une couleur dans ton entrée, c'est bien de la retrouver en fil conducteur dans ta maison. Si tu as une poignée de porte, t'essayes d'harmoniser tes poignées de porte. Si tu as un interrupteur, t'harmonises tes interrupteurs. En fait, je suis plutôt pour l'harmonie plutôt que le truc qu'il faut ou pas faire. L'erreur souvent qu'il y a chez les gens, c'est que tu vas avoir une couleur dans l'entrée, mais tu la retrouves pas ailleurs, donc on comprend pas. En fait, tu as un circuit un peu instantané qui se crée quand tu arrives chez quelqu'un et c'est peut-être un détail pour certains, mais en fait, tu crées un espèce de parcours dans ton intérieur grâce à ça, grâce au fil conducteur, tu vois. Et en fait, si tu le fais pas, je trouve qu'on se rend bien compte qu'il y a un truc qui est pas abouti dans la déco ou qu'il y a un truc qui n'a ni queue ni tête, tu vois. Parfois, tu as des gens qui vont dire « Bon, bah ça, j'ai bien aimé, donc allez, je vais mettre des rayures là, je vais mettre... du carrelage à rayures sur mon îlot, je vais mettre un autre truc sur mon poteau et en fait c'est très bien mais il faut qu'on comprenne le truc. Tu vois, par exemple chez moi il y a des rayures en papier peint dans ma cuisine, on retrouve les rayures dans le verre flûté de ma verrière. La rayure est un running dans ma maison et en fait c'est un détail mais ça joue vachement sur l'harmonie globale de ton intérieur. Donc c'est pas des trucs à faire ou à pas faire, c'est plutôt prendre garde à l'harmonie, tu vois, au fil conducteur. Qu'est-ce qui t'inspire, toi ? Où est-ce que tu trouves, tu vois, toutes ces idées, tout ce contexte-là dont tu nous parles ? J'allais dire... Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que toi qui es influenceuse, est-ce que tu es influencée par des courants ou pas forcément ? Non, tu vois ? alors rarement. Déjà, je suis, je pense, une des rares meufs à détester Instagram. C'est-à-dire que je suis tous les jours sur Instagram. C'est pas que je déteste Instagram, c'est que ça me met une pression immense et donc du coup, je ne suis pas d'autres comptes de déco. Ça, c'est mon point. Tu vois, ça me met trop de pression. Je trouve que ça bousille toute créativité. T'as l'impression de ce que tu fais, tu sais plus si c'était ton idée ou l'idée d'un autre, etc. Donc, dans le doute, je ne suis et je n'ai jamais suivi d'autres comptes de décoration. Je regarde, tu vois, une fois de temps en temps, je fais un peu ma stalkeuse et tout, pour voir ce qui se passe, s'il y a des gros trucs et tout. Mais je ne suis pas de compte de décoration de consoeurs ou confrères.
ça me met mal à l'aise. Par contre, je puise mon inspi vachement dans les séries, les films, les restos. Les restos énormément, l'hôtellerie énormément. Je trouve qu'il y a, tu vois, quand tu voyages, quand tu visites des lieux comme ça, il y a toujours de bonnes idées à prendre. Et ils sont souvent un peu en avance parce qu'ils se doivent d'être sur des concepts toujours plus waouh. Donc souvent dans les restaurants, etc., je trouve qu'il y a des vraies bonnes idées. Ouais, et séries et films énormément. En fait... tu vois, je trouve qu'on n'a jamais aussi bien fait que des décors des années 80 où les maisons étaient quand même un peu plus chargées, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées à retenir. T'as beaucoup de décors aussi, mais même des séries qui sont pas connues. Hein, mais parfois, je regarde des séries où la maison, c'est une superbe maison d'architecte, etc. Et en fait, je m'inspire pas mal de ça. Et après, beaucoup de l'environnement extérieur. Je suis assez persuadée que les couleurs que tu peux pas retrouver dehors, tu vois, dans des éléments un peu naturels et authentiques, c'est des couleurs que tu peux pas forcément mettre dans ton intérieur. J'aime pas les couleurs transformées. On revient à la palette automnale, mais en fait, quand tu regardes dehors, généralement, ce que je dis aux gens, c'est que tu as souvent la réponse aux couleurs que tu as envie de mettre dans ton intérieur. Dehors, tu peux avoir des très jolis verts, du brique, des couleurs très, très argile, etc. Mais tu vas avoir rarement des violines, des bleus et tout. Alors, moi, je suis moins sensible à ça en plus. Après, tu peux tout trouver dehors si tu as envie. Hein. Mais généralement, je dis que les réponses, elles sont quand même souvent autour de nous, en inspi couleur. Ouais. On va aller dans ta chambre. On la voit pas beaucoup, peut-être, ta chambre, ou c'est parce que j'ai creusé un peu parce que je l'aime hier pas. ton compte. Ah, tu l'aimes pas. Et pourquoi Comment on se crée une chambre sympa, justement, une chambre Non, mais cosy? alors, je m'y sens bien, mais je la trouve pas assez grande. C'est vraiment, tu vois, ce qui me ferait bouger de maison, c'est que nos étages sont vraiment pas très grands. Donc, ma chambre, c'est vrai que je la montre pas parce que déjà, j'ai pas beaucoup de recul. Quand je te dis qu'elle est pas très grande, elle est vraiment pas très grande. Par contre, on s'y sent bien et je pense que j'ai fait un truc très efficace. J'ai fait un total look beige, un beige que j'aime énormément. Voilà, très belle parure de lit, etc. Mais en fait, je peux pas faire grand-chose d'autre dans ma chambre. Donc, c'est pas le terrain où je me suis plus amusée. Tu vois. Si moi, je te faisais un coaching déco, Oui. là, et je te dis, tiens, moi, ma chambre, je me sens pas bien. Quels sont les 2-3 trucs à mettre en place pour qu'elle soit cosy? Déjà, le total look peinture, je pense que ça, c'est vraiment un moyen de ne pas se tromper, c'est de prendre une couleur et de faire le plafond et les murs de la même façon. Alors, ça vaut pour beaucoup d'autres pièces dans la maison, comme une entrée ou des petits coins un peu paumés dans une maison. Mais la chambre, si tu choisis une teinte très réconfortante, assez chaude, assez cocooning, etc., ça peut vite te faire un petit cocon sans avoir à meubler par ailleurs. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Après, de bien penser sa tête de lit aussi. Tu vois, typiquement, notre pièce n'étant pas grande, on a fait une tête de lit qui va toute largeur, du coup, qui va un peu élargir les murs visuellement. Et puis, du coup, on a toutes nos prises ça, c'est un truc que je conseillerais aussi, c'est que toutes nos prises sont planquées, elles ne sont pas en façade. On voit pas tout ce qui est électronique dans la chambre, ce qui peut vite, je trouve, parasiter ton confort visuel, mais ton confort de sommeil aussi. Donc, peut-être prendre garde à... camoufler tout ce qui peut être un peu mochouille comme ça visuellement, notamment les prises, et les mettre sur les tranches de la tête de lit plutôt que de les mettre en façade. Et j'allais dire, est-ce que toi, ton téléphone, tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone, est-ce qu'il entre dans la chambre? Ah oui, complètement. C'est un truc qu'on voudrait arrêter, ça, mais c'est vraiment le premier truc que je fais le matin, c'est pas bien. Mon mari, c'est le dernier truc qu'il fait le soir et qu'il fait le matin. On est très téléphone. Pas forcément pour notre job, mais tu vois, ne serait-ce que moi, je partage un morning tous les matins. Faut bien les trouver. Tu vois, mon morning, c'est une inspi que j'ai trouvée sur Internet pour montrer qu'il y a aussi des trucs chouettes sur Internet. Et donc, du coup, forcément, je suis obligée de me créer une petite banque de données. Donc, je passe pas mal de temps, tu vois, à regarder des choses qui peuvent me provoquer une émotion. Et du coup, je me dis, bon, si ça m'a provoqué une émotion, ça va peut-être en provoquer à quelqu'un. Et donc, du coup, pour ça, je passe pas mal de temps sur mon portable à scroller. Mais sinon, mon téléphone, c'est quand même... je le prends dans ma chambre, mais on a arrêté les réveils de téléphone. Ça, c'est déjà trop bien. On se réveille en musique. Ça, c'est une petite mini-action qu'on a mis en place depuis quelques mois. Et c'est quand même assez smooth de se réveiller avec nos enceintes, tu vois, qui partagent une playlist dans toute la maison. Donc, on se réveille tous en musique. Mais le téléphone, on n'a pas réussi encore à le chasser de la chambre. Et il y a quoi sur ta table de chevet? Il y a pas mal de bazar. Il y a mon masque LED, ça c'est obligatoire, hein. Je dis skincare toujours, je fais mon masque LED tous les soirs, même si c'est recommandé que 30 minutes par semaine. Non, je sais même pas si c'est ça, 30 minutes par semaine. Moi, tant qu'il me pousse pas un bras sur la tête, je me fais mon masque LED. J'ai une crème pour les mains.
J'ai toutes mes bagues à chaque fois à côté, mes boucles d'oreilles et tout. J'ai un stick à lèvres. J'ai beaucoup de trucs liés à l'hydratation. Genre, j'ai tous mes petits trucs comme ça. J'ai des bouquins que j'espère lire, mais que je lis que en vacances. Donc, j'ai toujours ma petite réserve de, tu sais, ma petite attente de livres que je dois lire. Mais si je lâchais mon portable, peut-être que j'aurais plus l'occasion de lire. La vérité, c'est que je suis très série, donc j'ai mon portable surtout parce que je m'endors devant mes séries tous les soirs. Je ne sais plus m'endormir sans regarder un truc pour penser à autre chose. Donc en ce moment, je ponce pas mal Netflix, j'avoue. C'est pas en ce moment, c'est que c'est finalement l'app qui compte le plus d'heures ouvertes sur mon portable. Quand tu regardes mon portable, c'est pas Instagram, c'est pas CapCut ou tous ces trucs de montage, c'est vraiment Netflix. Je regarde tout le temps une série. C'est quoi ton film préféré ? Je vais pas être originale, en grande romantique, c'est Orgueil et préjugés, mais la version de la BBC, avec Mark Darcy. Oui. Tu vois, vraiment, tout ce qui est Jane Austen adapté par la BBC, c'est ma passion. Persuasion. Tout à fait craquant. Ouais. On passe à la salle de bain, oui. Qui est un peu en fil rouge de ce qu'on vient de dire. Déjà, attends, petit conseil, comment on éclaire bien une salle de bain ? Mais ça, il en va de pour même pouvoir pour la se chambre. maquiller. Pas toi parlé qui de fais tes petits tutos maquillage. Ouais, j'ai pas parlé de l'éclairage dans la chambre, mais l'éclairage dans la chambre, ça peut jouer beaucoup sur l'atmosphère. Tu vois, déjà de pas avoir forcément une suspension. Si on a l'occasion de prévoir son élec avant, c'est bien de pas avoir une suspension qui tombe au-dessus de son lit parce que ça sert pas à grand chose. Par contre, moi, je conseille souvent d'avoir des suspentes de part et d'autre de ton lit pour venir remplacer la petite lumière de table de chevet et une mini liseuse qui est sur ta tête de lit souvent. Donc, ça te fait quand même 4 points d'élec qui sont suffisants et puis que tu peux différer. Ça, dans la chambre, ça peut jouer sur l'atmosphère décoratif en tous les cas et utile. Et dans la salle de bain, quand même du spot. Hein. Franchement, ils sont pas alignés parce que ça aussi, ça a été foiré, mais j'ai 3 spots dans ma salle de bain et après, j'ai 2 lumières décoratives en applique, mais que j'allume quasiment jamais. Ouais. Qui dit miroir, attention, un petit peu cliché, mais par rapport à le rapport à ton image, l'image que tu renvoies, tu travailles beaucoup tout ça ? Oui, ça a toute l'apparence, ça a toujours compté. Je pense pas que pour moi, je pense qu'on m'a éduquée à être quand même tout le temps bien. J'ai une maman qui prend énormément soin d'elle. Pour te dire, je sors jamais de chez moi en étant démaquillée. J'ai beaucoup de mal. Et avec le temps, j'essaye de le faire pour montrer à ma fille qu'on peut le faire. Et en fait, tu vois, comme quoi ça passe, c'est que les messages passent même quand tu essayes de contrer ça. Parce que ma fille, quand je suis démaquillée, elle me dit « Oh, tu veux pas te maquiller ?» Enfin, tu vois. Donc, il y a un truc là-dessus à craquer. J'avoue que j'essaye de m'en foutre un petit peu plus, mais j'aime bien ça, quoi. C'est un moment, tout ce qui est skincare, maquillage et tout, que j'adore et qui est un moment pour moi. Et si je ne réussis pas à le faire dans ma journée, c'est que j'ai pas été à l'heure et c'est que j'ai pas du tout respecté mon fort intérieur et mon confort. Donc, souvent, si j'ai pas le temps de faire toute cette petite étape, c'est qu'il y a un truc qui va pas et que j'ai foiré un truc dans ma journée. Donc, c'est plutôt mauvais signe. Et après, de temps en temps, j'aime bien me laisser tranquille. Tu vois, par exemple, l'été, en vacances et tout... c'est no make-up, no skin. Je me laisse vraiment tranquille. Mais toute l'année, c'est comme un job, quoi. Je me réveille, je me prépare. Ouais. Quand tu te filmes, d'ailleurs, est-ce que parce que tout à l'heure, tu parlais de ça, par exemple, de pleurer, mais en fait, tu peux couper, tu peux ne pas diffuser. Est-ce qu'il y a une grosse réflexion entre ce que tu filmes ou tout de suite, tu le balances en ligne ? La plupart du temps, je balance sans réfléchir. À tel point que les gens me reprochent souvent de ne pas avoir mis les sous-titres et tout, mais je leur dis, mais en fait, ça voudrait dire que du coup, je re-regarde tout ce que j'ai dit, et puis la moitié du temps, si je re-regardais, je posterais pas du tout. Donc, il faut pas trop penser. Je pense qu'il y a vraiment une part de folie, voire d'inconscience dans Insta. Je donne pas des conseils parce que je suis aussi assez d'accord avec tous les gens qui disent, faut arrêter un peu Insta, on se lasse. Je suis assez d'accord avec ça aussi. Moi, maintenant, Insta, j'arrive à le prendre un peu comme un job. C'est-à-dire que, à la fois, ça m'éclate, mais ça a vraiment des limites. C'est-à-dire que Instagram, c'est bon pour moi de 8h30 à 18h30. Mais tu me vois plus du tout sur Instagram chez moi à partir de 18h30. J'ai mis du temps à caler ces limites, mais aujourd'hui, elles sont essentielles. Le week-end, j'essaye le moins possible, sauf quand j'ai devoir de poster, parce qu'on m'a commandé des choses. Et les vacances, il n'y a personne.
Tu vois, je m'en fous de l'algorithme et tout machin. Je suis pas à ce point piquée. Je me dis, attends, j'en suis arrivée là comme ça a très bien marché. Donc la semaine, je me donne à 100%. Par contre, le week-end et les vacances, je me laisse tranquille. Et non, je ne réfléchis pas trop à ce que je poste parce que je trouve que du coup, on perd l'essence, on perd le côté spontané. Et généralement, j'ai remarqué que parce qu'on parle d'engagement, si tu veux, avec les gens, quand ça fonctionne ou quand ça fonctionne pas, c'est les gens qui réagissent à ce que tu partages. Quand c'est trop policé, quand c'est réfléchi, etc., ça ne marche pas. Les gens n'ont pas envie d'interagir avec moi. Ils ont envie d'interagir avec moi quand je fais mes blablas du matin dans la rue, dans ma voiture et tout, parce qu'ils ont l'impression, et ils ont raison, d'être en face de quelqu'un d'accessible. Ça me vaut aussi des gens qui se confient. Tu vois, c'est assez énorme quand même comme phénomène, mais le face caméra, ça crée un lien assez fort avec les gens. Et est-ce que, oui, tu as toute une communauté, mais est-ce que tu as aussi des critiques, des haters ? J'ai des critiques depuis que j'ai accéléré la cadence sur les vidéos. Jusqu'alors, je faisais pas de vidéos sur mon feed parce que j'avais peur de ça et que je me suis dit que j'étais trop sensible pour encaisser et tout. Ce qui est vrai, je déteste, tu vois, parfois j'ai un mauvais commentaire sur 35 et je vais retenir évidemment que le mauvais commentaire. Et t'as beau me dire, mais attends, on s'en fout, c'est génial ce que tu fais et tout, tu retiens que le mauvais commentaire qui vient toucher un truc. Mais franchement, j'en ai pas beaucoup. Mais j'en avais encore moins quand je partageais qu'en story, parce que les stories, c'est que des gens qui me suivaient déjà et qui m'aimaient déjà pour ce que j'étais. Là, le fait de faire des vidéos comme je fais, dans le but de grossir un peu ma communauté, il y a toujours un but à ça. Hein. Moi, je le fais pour ma future marque de déco, par exemple. Tu vois, j'ai envie d'être suffisamment grosse pour opérer une bascule, que les gens me suivent. Je vais pas mentir, c'est quand même assez calculé. Sinon, ça fait belle lurette que j'arrêterais, que je me lâcherais un peu la grappe sur le nombre et tout. Je le fais dans un but bien précis. Et en fait, parfois, c'est fatigant parce que tu le fais, ça prend du temps, il faut être tout le temps au top, il faut être tout le temps maquillé, préparé, t'es filmé. J'ai l'impression que je suis filmée en permanence. Et en même temps, tu sais que tu peux te recevoir des grosses gifles. Je m'en suis reçue beaucoup en fin d'année dernière quand j'ai beaucoup intensifié le rythme des vidéos parce que j'ai trouvé des petits formats de visite. Et puis après, je disais, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Je voulais un peu casser le côté ne faites pas ça, faites surtout pas ça, mais justement dire, moi, je suis décoratrice et j'ai aussi fait des erreurs pour montrer que c'était humain, tu vois. Un avocat peut se gourer, un médecin peut se gourer. Enfin, moi, je peux me gourer aussi. Et je me suis dit que ça pouvait décomplexer certaines personnes de se dire, OK, elle a beau être décoratrice et ça a beau avoir l'air d'être beau chez elle, elle a fait aussi des erreurs. Et ça m'a valu, et c'était ça le pire, des commentaires aussi de confrères, consoeurs, qui se permettaient de dire, dis donc, si ça c'est décoratrice, appelez-moi plutôt, tu vois, qui tiraient la couverture pour pouvoir placer leur compte Instagram. Si vous voulez un bon décorateur, appelez-moi. Ah, c'est pas sympa, oui, ça. C'était pas très cool. Ouais. Après, je t'avoue que vraiment, encore une fois, il y en a pas eu énormément. Suffisamment pour que ça me blesse et que je me remette en question et que je me dise, OK, plus jamais, je le ferai plus et tout, machin. Mais là, j'y suis retournée et en fait, j'ai quand même plutôt que des commentaires positifs. Mais à partir du moment où tu tombes sur l'Explorer de gens que tu ne connais pas, tu vas te prendre... forcément, tu sais que tu risques de te prendre une volée, quoi. Dernière pièce, on va dans la chambre des enfants. Comment toi, tu concilies tout ça, justement, vie de famille, le fait de se montrer, et le fait de les montrer aussi un petit peu, t'es OK avec ce sujet ? J'ai arrêté de les montrer il y a un petit moment déjà, mes enfants. J'ai pris peur quand j'ai vu que mon compte montait. Et puis, c'est mes enfants qui m'ont fait réaliser qu'en fait, ils n'avaient aucune envie. Un jour, ma fille est rentrée de l'école en me disant ma copine m'a vue au concert de Clara Luciani, comment ça se fait ? Quand tu me prends en photo, tu l'envoies à qui exactement ? Tu vois, elle m'a posé ça comme ça. J'ai fait frisson. J'ai dit bon, t'as raison. En fait, maman, elle fait un travail où elle montre pas mal de choses aux gens. Mais si tu veux qu'on ne te voit plus, on ne te verra plus. Jusqu'ici, je montrais des petits moments mignons, etc. Parce que j'étais émue de te voir grandir et de le montrer parce que je suis fière de toi. Mais j'ai pas besoin de ça. On avait eu cette conversation avec ma fille qui a 8 ans. Et je savais que ça allait arriver un jour, tu vois. Je profitais un peu du côté cute de leur petite enfance et tout. Et un jour, je me suis dit, ça aura une limite. Et ça venait de moi, ça venait d'eux. Et puis, du coup, depuis, je les montre plus du tout. Et c'est venu assez naturellement. En fait, je pense qu'il faut être un peu honnête là-dessus. C'est vrai que
Au début, tu le fais, tu te poses pas trop de questions, et puis en fait, ça s'impose à toi, quoi. Et en fait, je me suis toujours dit que ça se ferait naturellement, et ça se fait extrêmement naturellement. Après, ils ont très bien compris ce que je faisais, et maintenant, ma fille qui est dans sa période K-pop Demon Hunter et qui est en mode starification au maximum, elle rêverait que je la remonte. Elle me dit non mais ça me dérange plus maintenant et tout. Je dis non, c'est mort. Donc tant qu'ils conscientisent pas ce que ça implique, on les reverra plus sur les réseaux. Et c'est dommage parce qu'ils sont très beaux. Et parfois je dis ils sont trop beaux pour les réseaux. Mais parfois tu sais, t'as ton cœur de maman qui est tellement fier de ce qu'elle a fait. Et puis parfois, ils font des trucs trop drôles, quoi, que t'as envie de le partager. Mais en fait, ça, pour le coup, je me mets une vraie rigueur. Genre, c'est mort, c'est fini. Donc, il y a une vraie séparation là-dessus avec ma vie de famille. Mon mari, c'est différent parce que lui, ça le dérange pas. Puis, il aime bien passer pour la victime sur les réseaux sociaux. Et lui-même s'expose pas mal dans le cadre du développement de sa boîte. En fait... force est de constater que ça fonctionne quand tu te montres, donc on le fait, quoi. On est des moutons, on le fait. Enfin, je le dis avec un peu d'ironie, mais en fait, ça fonctionne. En plus, en l'occurrence, pour l'instant, c'est encore bon enfant, les gens sont gentils, donc on le fait. Combien de temps, je sais pas. Elle ressemble à quoi, la chambre des enfants ? Tu t'es fait plaisir ou La chambre de mes enfants, c'est un vrai point. J'ai des petites vidéos qui vont sortir bientôt. Je les laisse un peu vivre. Je les laisse faire leurs erreurs, c'est-à-dire qu'ils m'ont collé des étoiles avec de la pâte à fixe partout, là, tu sais, de chez Nature et Découverte, qui vont certainement faire des gros trous dans ma peinture. Mais en fait, j'ai envie de les laisser faire et de s'exprimer pour voir ce que ça va donner. Ça me fait rire, tu vois. Bon, alors après, ça peut être très laid, hein. Là, en ce moment, ma fille, elle a une parure de lit. Je sais pas si c'est licorne ou si c'est danseuse classique, mais vraiment mauvais goût, hein, pas version Jojo. Mais en même temps, faut que jeunesse se passe. Elle a envie de tout ce que je déteste. Et ben, en ce moment, je me dis, vaut mieux qu'elle fasse ça maintenant que plus tard. Donc, je la laisse faire. Et puis, c'est vrai que je lui avais fait une petite déco un peu vintage, un peu mignonne et tout quand elle était petite. Et puis là, on est arrivé dans la maison, elle avait 4 ans. Et là, 8 ans, elle me dit, moi, j'en peux plus. Les suspensions, on dirait un truc de mémé et tout. Enfin, tu vois. Donc, je vais retirer ses suspensions. On a fait un deal. Cette année, on fait évoluer sa chambre. Et mon fils, il est encore un peu malléable. Mais je lui laisse vraiment, pareil, son pilou Pikachu. Je suis vraiment pas une dictatrice là-dessus. Je les laisse faire. Je trouve ça marrant. Comme pas d'injonction dans la déco, pas d'injonction là. On est loin de la maison beige et blanche, j'en ai conscience. Et ça, j'ai envie de le montrer aussi en disant, les gars, moi, j'ai beau être décoratrice, chez moi, c'est comme tout le monde. Hein. Il y a des chaussons dinosaures, il y a des tirelires Spider-Man. Et en fait, j'essaye de les montrer, tu vois, pour désacraliser un petit peu. C'est une période. Ils vont pas toujours adorer ça et je préfère m'en amuser. Donc, là-dessus, je suis assez... Il y a des trucs dans mon rez-de-chaussée, il y a rien d'enfantin, tu vois, je suis un vrai tyran. Mais dans leur chambre, c'est leur vie, c'est leur espace, donc je les laisse vraiment faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on a fait le tour de la maison ? On a fait toutes les pièces ? Il reste la chambre d'amis qu'on n'a pas vraiment finie, il reste la salle de bain des enfants, les combles. En fait, c'est une maison dans laquelle on n'a pas terminé nos travaux, donc il y a encore beaucoup de choses qui vont venir. Mais on avait coupé vite les robinets de la thune en se disant là en fait on peut plus suivre et on avait fait un peu de homestaging, tu vois, la salle de bain des enfants elle est très vintage avec de la mosaïque turquoise un peu mochouille et tout, mais que j'ai pimpé avec un gros papier peint à forte personnalité en me disant ça fait le taf mais faudra qu'on la refasse un jour, et les combles faudra qu'on les refasse aussi. En fait on a pas mal de pièces encore comme ça, mais c'est vrai que moi, là, je suis plus dans une phase où je me dis je préférerais limite racheter quelque chose et tout refaire que de continuer mes travaux. Là, j'ai un peu la flemme, hein, tu vois. Comme c'est pas la maison de la fin de mes jours, j'ai plus envie de m'investir à ce point dans la déco. Ouais. Donc, on sait pas si on verra le résultat. Si tu avais un grenier ou une cave, est-ce que tu aurais peur d'y aller ? Est-ce que tu as peur de quelque chose ? Non. Je suis pas très peureuse. Je suis peureuse du quotidien, c'est-à-dire que je peux avoir peur pour des mini-trucs. J'ai très peur des déplacements, par exemple. C'est un exploit que je sois ici et tu vois, j'ai du mal à sortir de chez moi et tout, parce que j'ai pas beaucoup... j'ai une notion du temps qui est bien à moi et donc du coup, j'ai toujours peur d'être en retard, de louper mon train et tout, parce que c'est des choses qui peuvent arriver assez souvent. Et donc, du coup, chaque déplacement est source de stress. Je suis un peu une angoissée du quotidien, mais par contre, je suis un bulldozer de gros sujets. Mon mari me dit toujours que c'est moi qui initie
toutes les grosses décisions de la vie, je suis pas peureuse, mais par contre au quotidien, je peux être effrayée pour des mini trucs ridicules. Mais j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des trucs comme ça. Je suis un peu une fille de la campagne, donc quand il y a une souris dans la maison, c'est moi qui me la cogne parce que tout le monde monte sur des chaises et moi je suis là, bon, tu vois, je suis un peu là-dessus, je suis pas trop peureuse. Je dirais plutôt angoissée, bonne angoissée du quotidien. Je le montre pas trop. Enfin... C'est quoi angoissée du quotidien ? Tu vois, je me noie un peu dans la logistique, donc plutôt que de... Mais ça, c'est pareil, j'ai pas de mal à le partager, tu vois, plutôt que de dire... vendredi dernier, vas-y, je vais préparer toute ma semaine, rester à Paris, préparer... En fait, c'est trop de charge mentale pour moi. Je suis rentrée chez moi dimanche soir pour pouvoir repartir sur une bonne base, alors que là, ça aurait été beaucoup plus simple que je reste toute à Paris. J'ai besoin... De me poser, quand je sens que c'est trop pour moi, il faut que je fasse je suis très maison, quoi. Donc, et je suis très survie. J'ai vraiment besoin d'être tout le temps chez moi. C'est là où je me recharge. Donc, quand je suis hors de chez moi, j'ai du mal à me reposer. Donc, du coup, j'avoue que si j'ai pas ça, si j'ai pas ce sas maison avec mes proches intimes pour me recharger, j'ai du mal à donner beaucoup d'énergie par ailleurs. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux, cette espèce de boule d'énergie et tout, c'est quand même parce que par ailleurs, chez moi, dans l'intimité, je suis très, très, très calme. Et ça, les gens ont du mal à le croire. Et souvent, il y a des gens qui me rencontrent dans des soirées et tout, qui me disent « Ah, c'est marrant, je t'imaginais plus... » Je dis si j'étais comme ça tout le temps, surexcitée, c'est que je serais vraiment pas en forme. Quand je me montre que comme ça, c'est que généralement, il y a un hic. Dernière question, est-ce que tu as un snobisme ? Non. Alors, je déteste toute forme de snobisme. C'est le truc qui met le plus à mal à l'aise. Tu sais, les grosses trends de in et out, les trucs comme ça. En fait, j'ai envie qu'on laisse les gens tranquilles. Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu traumatisée quand j'étais plus jeune. Tu sais, souvent, j'écoutais Johnny au bureau. Et on me disait, putain, mais c'est un plouc, comment tu peux écouter ça ? J'étais là, non, mais on est tous le plouc de quelqu'un, en fait. Enfin, tu sais, je déteste le côté un peu plouc, mauvais genre et tout. J'aime bien qu'on laisse les gens tranquilles avec leur passion, avec leur liberté. Donc, non, j'espère ne pas avoir de snobisme. Encore une fois, je suis peut-être la snob de quelqu'un, tu vois. En tous les cas, je suis pas au courant, mais j'espère que non. Parce que sinon, je le vivrais très mal, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'exaspère. Ça me met en colère, en fait. Tu sais, quand je tombe sur des comptes en disant « J'espère que tu fais surtout pas ça », je suis là « Mais enfin, mais laisse-nous tranquille, quoi !» Bon, merci beaucoup, Léa, pour ta transparence et ta spontanéité. Eh ben, on va suivre attentivement la suite de ton parcours et de tes aventures. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt, Léa. Ciao. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.